Bankers Club, le club des banquiers, pour une occasion un peu particulière. C'est le début du mois de mars, le mois qu'on appelle généralement le mois de la femme. Et en anticipation des différents événements pour mettre en avant les droits des femmes et les avancées par rapport à ça, et peut-être aussi les questionnements, nous avons voulu faire un événement un peu différent des autres et le faire surtout en début pour inaugurer justement ce mois. Et en réfléchissant un peu, on a estimé qu'il y a des thèmes qui reviennent assez régulièrement finalement, particulièrement dans le secteur bancaire, secteur financier, mais pas seulement. C'est la question de la carrière des femmes et de l'équilibre de vie, ou de l'équilibre de vie des femmes de manière générale. C'est des choses qui reviennent régulièrement. En même temps, c'est un peu tabou, on a l'impression. Mais dès qu'on commence réellement à se confier, on se rend compte que ça touche en fait beaucoup de gens. Et chacun a l'air de gérer à son niveau, tant bien que mal, alors qu'on gagnerait parfois à partager un peu. Récemment, une personne sur les réseaux sociaux, une femme d'un très haut niveau dans sa carrière, a poussé un petit coup de gueule en disant « On a tendance à ne poster que nos victoires sur les réseaux sociaux, alors les gens nous idéalisent. » Est-ce que parfois on peut aussi parler du fait que certaines fois on a du mal à se lever le matin et c'est difficile d'avancer? Donc nous sommes ici pour en parler de manière tout à fait conviviale. C'est pas du tout une conférence, c'est vraiment un échange. Nous avons sélectionné des intervenants qui ont du vécu et nous allons aussi partager avec vous, écouter vos témoignages, écouter vos questions, les partager. Voilà, donc je vais vous présenter le programme et on va commencer tout doucement le temps que d'autres personnes puissent aussi se joindre à nous. Alors nous allons commencer tout à l'heure par un mot d'introduction de Félicité Singa, ici présente, qui est présidente du Bankers Club, qui va expliquer la vision et la mission du Bankers Club. Ensuite, nous aurons une session avec le docteur Jean Lumbala, qui est psychologue, clinicien, sexologue, qui va nous parler du burn-out. Et puis, une session d'échange avec 3 invités, Ghislaine, Nana et Gisèle, qui vont nous parler, on va échanger autour justement de la difficulté à maintenir un équilibre de vie tout en maintenant une carrière qui correspond à ses ambitions personnelles. Et Odette nous parlera également du point de vue de l'entreprise. Est-ce qu'une entreprise peut contribuer en termes de culture d'entreprise aussi pour avoir un environnement de travail le plus favorable possible à l'épanouissement et qui permettent aussi de prévenir peut-être certains éléments liés au burn-out. Et nous pourrons clôturer à ce niveau-là. Je vais peut-être juste corriger une petite erreur, je vais me présenter. Je m'appelle Edwige Takassi, je suis consultante spécialisée en finance inclusive et management. J'ai longtemps travaillé dans le secteur bancaire pour ProCredit Bank à l'époque, qui ensuite est devenu Equity. Et puis il y a un peu moins de 3 ans, j'ai quitté mon poste de directrice générale adjointe de la banque pour devenir consultante. Et je l'ai fait, peu de gens le savent, mais je l'ai fait suite à un début de burn-out. Donc, c'est dire que la séance d'aujourd'hui, pour moi, c'est un peu l'aboutissement de quelque chose et ça me tient énormément à cœur de pouvoir parler de choses qui peuvent être en fait le début d'une nouvelle belle histoire si c'est traité correctement. Voilà. Merci. On va donner la parole à Madame Félicité Singa sous vos applaudissements. Merci Edwige. Bonsoir mesdames, messieurs, distingués invités. C'est toujours avec un réel plaisir que j'introduis les sessions et les conférences du club. Le thème de ce jour se prête au mois de mars, dédié aux droits de la femme, et s'inscrit dans la droite ligne de la promotion de la femme dans le milieu professionnel. Nous aurons l'occasion ce soir d'échanger entre cadres évoluant dans le secteur financier, dans les secteurs similaires également, et partager
partager les expériences vécues par certaines d'entre nous, je dirais plutôt par certains d'entre nous, car nos collègues, conjoints, compagnons ont et peuvent encore aujourd'hui, directement ou indirectement, assister ou vivre cela dès lors qu'ils se sentent concernés. Je dois vous avouer que je n'ai jamais vraiment été enthousiaste à marquer et consacrer un mois et un jour précis de l'année à la femme. Ce discours était valable il y a 50 ans, où la femme cherchait encore une reconnaissance dans un monde d'hommes. Les sacrifices consentis et les efforts fournis par nos aînés, leaders et responsables des changements opérés ont payé et ont permis d'en arriver là où nous sommes aujourd'hui. Un grand pas, certes, mais nous devons l'avouer, il faut noter que nous sommes encore loin de l'objectif que nous, les femmes, et les Nations Unies, nous nous sommes assignés, qui peuvent se résumer en l'égalité au travail et aux mêmes droits sociaux. L'égalité, oui, aujourd'hui, pour un avenir plus équitable et plus durable dans la perspective du développement des femmes, il est plus que temps de voir l'avenir différemment, de plus avoir à essayer d'imposer des quotas dans tel ou tel secteur d'activité pour faire plaisir au dictat. Quel que soit le poste, c'est la compétence qui doit primer. Cela dit, maintenant, la compétence égale, nous devrions donner à la femme toutes ses chances. Je crois fermement au potentiel et aux compétences des femmes qui évoluent dans le secteur financier. Cependant, gérer sa carrière professionnelle et sa vie privée n'est pas chose aisée. Il faut savoir jongler, répondre à plusieurs sollicitations en tant que fille, en tant que sœur, mère, en tant qu'épouse, conjointe ou compagne, etc. Rien ne devrait refréner leur ambition. Nous devrions œuvrer pour le respect des droits des femmes dans le milieu professionnel, œuvrer à l'élimination de la discrimination, œuvrer à l'égalité dans les postes, les salaires. En effet, la rémunération doit être liée à la performance dans un modèle de méritocratie équitable. Je ne suis pas en train de faire un discours féministe, loin de là. C'est un juste appel à soutenir. Il est en effet essentiel de continuer à soutenir les femmes dans leur développement, à explorer les opportunités et à surmonter les difficultés, parce qu'il y en a toujours, et à les aider à briser le plafond de verre dont on parle tant. Les différentes intervenants de ce soir nous donneront, j'en suis certaine, au vu des expertises réunies ce soir, des réponses aux questions que la plupart se posent et j'espère vivement des pistes de solutions. Juste pour ceux ou celles qui ne connaissent pas The Bankers Club et qui s'associent à cet événement pour la première fois, je me dois de vous résumer en quelques mots les objectifs du club. Il a été créé en 2019, et vise principalement à stimuler la réflexion entre les acteurs expérimentés du secteur financier et assurantiel à travers des réunions, des conférences en présentiel ou en virtuel autour de thèmes d'actualité et réglementaires, sous forme de breakfast, lunch ou after work, comme c'est le cas ce soir. Et aussi, nous l'espérons, inspirer les plus jeunes. Ça sera sans nul doute, mesdames, messieurs, une belle soirée d'échange et de partage constructif. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci Félicité. Alors, on va avoir une heure à peu près ensemble pour cet échange. Après, s'il vous plaît, ne partez pas. Le but, c'est aussi de networker, réseauter. Il y aura un cocktail. Donc, j'insiste là-dessus parce que c'est un peu le concept de l'afterwork. Et notamment, c'est un afterwork à l'occasion du mois de la femme. Je crois que c'est aussi l'occasion de rappeler que, même si ça peut sembler ringard de le dire, certaines fois, savoir qu'il peut y avoir
un sentiment de sororité, savoir qu'il y a peut-être des personnes qu'on peut appeler, à qui on peut parler à cœur ouvert. En fait, ça fait une grande différence psychologiquement, de manière générale. Même si on n'appelle pas finalement, le fait de savoir qu'on a un réseau qu'on peut activer, ça fait toute la différence, je pense, au quotidien, même dans le travail. Je vais présenter nos intervenants et intervenantes et leur demander de prendre place devant. Je commence par le docteur Jean Lumbala, sous vos applaudissements. Docteur, si vous pouviez vous mettre au milieu. Enfin, il n'y a pas de milieu, mais un des fauteuils, disons, du milieu, parce que vous prendrez la parole en premier. Le docteur Jean Lumbala, pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, est psychologue, clinicien et sexologue, psychothérapeute pour enfants, adultes et couples. Il a vécu et travaillé en Belgique, 7 ans, il a travaillé en Belgique et il est rentré au Congo il y a une dizaine d'années. Il exerce aujourd'hui comme psychothérapeute, mais également comme formateur et activiste féministe assumé. Donc, orateur, il participe à de nombreuses émissions radio et télévisées en RDC, mais également ailleurs en Afrique, dans le but de promouvoir la santé mentale, un secteur qui souffre d'un manque criant de visibilité. Et il est auteur de, mesdames, procurez-vous le livre, La vie sexuelle des Congolais, paru aux éditions L'Harmattan. Alors, nous allons donner la parole tout à l'heure au docteur, mais avant ça, je vais aussi appeler nos autres invités. Madame Ghislaine Diapouop, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Alors, Ghislaine, je suis particulièrement fière de l'avoir arrachée à PricewaterhouseCoopers pour la session d'aujourd'hui. Profitez bien, oui, parce que c'est rare de la voir prendre la parole. Ghislaine est associée advisory de PricewaterhouseCoopers Afrique francophone subsaharienne, basée à Kinshasa. Elle est associée responsable des services advisory pour la RDC et Congo-Brazzaville et coordinatrice du conseil au secteur public pour PricewaterhouseCoopers Afrique subsaharienne. Elle est passionnée par le développement de l'Afrique et travaille chaque jour à apporter ses compétences aux organisations de développement et aux entreprises privées en Afrique pour contribuer à réaliser le potentiel du continent. Elle est partenaire advisory chez PricewaterhouseCoopers depuis 4 ans. Elle a 16 ans d'expérience dans le conseil en gestion et en stratégie, et particulièrement à l'endroit des bailleurs de fonds et du secteur public. Et elle est chez PricewaterhouseCoopers Afrique francophone subsaharienne depuis 11 ans. Cela lui a permis de visiter, enfin de travailler en Afrique du Sud, au Gabon, au Congo-Brazzaville, Côte d'Ivoire, Cameroun, RDC, etc., etc. Merci d'avoir accepté d'être parmi nous. Je vais également appeler Madame Gisèle Lutundula. Je suis aussi très fière d'avoir réussi à voir Gisèle, qui prend également très rarement la parole. Gisèle est directeur grandes entreprises et membre du comité de gestion de FBN Bank. Elle est professionnelle du secteur bancaire avec plus de 12 ans d'expérience en RDC, plus précisément dans la gestion de trésorerie, les ventes, l'analyse économique et des marchés. La gestion des clients également, les opérations bancaires nationales et internationales. Elle dispose également de notions d'audit et du sens de la stratégie. Elle a commencé sa carrière, si je me souviens bien, comme caissière. Donc, sa présence est particulièrement importante aussi dans le débat d'aujourd'hui, puisqu'on parle de progression de carrière. Et je vais appeler Madame Odette Fouta, sous vos applaudissements. Odette est professionnelle des ressources humaines depuis 15 ans. Elle a passé plus de 9 ans au sein des banques. Elle est diplômée d'ingénieur, elle est ingénieure agronome en fait, et elle a un DESS en développement économique et communautaire, donc d'ingénieur agronome au secteur bancaire. Vous imaginez bien qu'il y a eu des transitions et une reconversion, et donc elle aura des choses intéressantes à partager avec nous. Elle s'est reconvertie après 7 ans passés dans les projets de développement et elle est aujourd'hui directeur des ressources humaines et administration
au sein de Liquid Telecom, après avoir occupé le même poste chez Standard Bank. Odette, merci d'être présente parmi nous. Nous avons également comme intervenante Nana Konda, je ne sais pas si elle est arrivée, obligation professionnelle oblige, elle était en comité d'audit, donc elle va se joindre à nous au fur et à mesure. Alors, nous allons laisser la parole au docteur Jean Lumbala qui va nous parler du burn-out, ses symptômes, comment identifier des signaux de burn-out, comment en sortir et quelles sont les solutions. Et après ça, nous prendrons vos questions. Après chaque session, en fait, nous prendrons vos questions pour être sûr d'avoir bien couvert la matière. Merci. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Alors, parler du burn-out, je pense qu'on a tous entendu parler de ça. On a une idée de ce que ça peut représenter, mais je pense que le vivre réellement et s'en rendre compte et prendre conscience est une étape difficile à franchir. Alors, le burn-out, c'est un anglicisme. Il y a beaucoup je pense dans le secteur bancaire, vous parlez tous anglais. C'est burn-out, donc ça veut dire c'est épuisé, ça veut dire c'est brûlé, mais comment dire, c'est comme de la cendre, donc ça ne produit pas d'effet. Donc c'est quand on n'a plus de ressources, quand on a brûlé toute l'énergie dont on avait, on se retrouve dans un état où on se sent pas efficace, on se sent fatigué, on se sent épuisé. Donc d'ailleurs, en jargon scientifique ou médical, on parle de syndrome d'épuisement généralisé. Alors, souvent on associe le burn-out au monde professionnel. Pour ma part, je ne pense pas, parce que je pense qu'une femme qui est épuisée professionnellement, on va le constater surtout à la maison. Alors, le burn-out touche plus les femmes que les hommes. Bon, on n'a pas de statistiques chez nous ici au Congo, mais je pense que ça doit être la même chose. En France, c'est presque une femme sur deux qui est concernée par le burn-out, et plus que les hommes. Chez les hommes, c'est un homme sur 3 à peu près. Alors, pourquoi particulièrement les femmes? Parce que les femmes ont souvent 2 carrières. Les femmes qui travaillent. Donc, elle a une carrière de travailleuse, elle va commencer peut-être à 5 heures du matin, si on tient compte des embouteillages ici à Kinshasa. Et puis quand elle a fini, elle commence une autre carrière à la maison, où elle doit s'occuper de ce qui s'est passé en son absence. Et ça, en principe, elle doit être fraîche. Hein. Donc quand elle arrive à la maison, on attend plein de choses d'elle, elle doit être d'une efficacité irréprochable, la même chose au travail. Et donc c'est un cercle vicieux où elle essaye d'être au top niveau dans les 2 domaines, mais sans y parvenir. Parce que physiquement, ça ne va pas. Donc le burn-out commence physiquement. Donc on sent la fatigue, on sent l'épuisement, on a beau dormir, on n'y arrive pas, on a de l'insomnie. C'est proche presque de la dépression. Hein. Donc en réalité, la dépression cache, si vous voulez, le burn-out. Comment on peut faire la part des choses? Ça veut dire, pour nous en tout cas, les soignants, on doit compter les symptômes qui doivent durer depuis au moins 6 mois. Là, on va parler de dépression. Alors, quelle est la différence entre dépression et burn-out? Dans la dépression, on appelle ça la maladie de 3A. Anédonie, donc je vais expliquer ce que c'est, l'arythmie et l'aboulie. Alors, hédonie, on entend le mot plaisir en grec. Donc, anédonie, c'est l'incapacité à éprouver du plaisir. Alors, on mange sans vraiment envie. On n'a pas envie de sortir, on n'a pas envie de s'amuser. En fait, tout ce qu'on fait ne nous apporte pas de plaisir. Donc, c'est ça l'anédonie. Alors, l'arythmie, c'est l'inversion de cycle. Ça veut dire je suis en forme le soir et je suis fatigué la journée. Pourquoi? Mais parce que le soir, comme je disais, on rentre, on a des comptes à rendre. En plus, si c'est une femme mariée, on est dans un pays où il y a le devoir conjugal qui nous attend. Donc, c'est cette inversion de cycle-là qui est aussi problématique. Enfin, il y a l'aboulie. L'aboulie, c'est le manque d'entrain, la difficulté à démarrer quelque chose. Et souvent, on entend parler de procrastination, le fait de remettre à plus tard ce qu'on aimerait faire. Mais là, c'est plus fort parce qu'on n'y arrive pas. Donc, on peut être au travail, on a un dossier, et puis avant de commencer, on va chipoter avec son téléphone ou on va discuter. Mais on sait qu'il y a des urgences, on sait que c'est très important. Donc, c'est pas de la négligence, mais c'est juste l'incapacité à démarrer. Donc, c'est comme une voiture qui est en panne et il faut pousser. Alors, ça, ce sont les 3 signes de la dépression. On va les retrouver plus ou moins dans le burn-out, sauf que dans le burn-out, c'est souvent les douleurs physiques comme le mal de tête.
J'ai accompagné une dame qui travaillait d'ailleurs à l'époque Procrédit, hein, comme Edwige l'a dit, et cette femme se plaignait des migraines. Donc elle est venue à l'hôpital, on a fait tous les examens, il y avait rien. D'ailleurs, elle avait peur, elle me dit j'ai peut-être la méningite, et finalement c'était le burn-out. C'est-à-dire cette femme venait d'accoucher et elle travaillait à l'agence Procrédit qui est tout près de Chaubeuse. En fait, c'était une nouvelle agence qu'on venait d'ouvrir et je crois qu'elle ouvrait à 7h30 du matin et fermait à 18h30. En fait, pour bien faire, on avait pensé mettre à une agence qui est au service du client, mais au détriment des travailleurs. Parce que cette femme arrivait au bureau entre 6h et 6h30, parce que 7h30, c'est l'ouverture de la banque, mais il y a un travail au préalable, et c'est pas avant 20h30, 21h qu'elle avait fini. Et donc, c'était ce poids-là, donc de pouvoir toujours être efficace, de rentrer à la maison, de s'occuper de son bébé. Et donc, quand on fait le diagnostic de burn-out, qu'est-ce qu'il faut faire? La première chose que j'ai faite, c'est la mettre en arrêt maladie. Et quand je lui ai dit, vous allez rester à la maison 1 mois, elle me dit, mais c'est pas possible, mais au travail, on va pas accepter. Je dis, ben si, ils vont accepter. Vous voyez, donc la culpabilité est derrière parce qu'on se dit, mais je risque de perdre mon travail. Et ça, c'est quelque chose que j'entends souvent, surtout ici, chez nous au Congo, parce que dans des pays occidentaux, il y a le chômage, il y a ce qu'il y a derrière. Hein, le fait qu'on ne travaille pas, on est en arrêt maladie, c'est la sécurité sociale qui nous prend en charge. Or, au Congo, on n'a pas ça. Donc, on n'a pas l'assurance, on peut se faire envoyer à tout moment. Et donc, il y a la peur de perdre son travail qui fait que les femmes vont continuer à travailler malgré cet état d'épuisement. Et puis, il y a aussi les douleurs physiques. On a mal au dos. Moi, je me dis, le dos, c'est ce qui nous porte. Donc, avoir mal au dos, ça veut dire je n'arrive pas à me porter. Je suis plus lourd que je ne peux porter, que je ne peux me supporter. Et donc, ça, c'est un des signes aussi. Alors, donc quand le burn-out arrive, donc je disais la première chose, on doit mettre la personne en arrêt maladie et puis faire un travail, un suivi psychologique. Pourquoi? Parce qu'il faut éduquer la femme ou la personne qui souffre de burn-out à débrancher. Parce qu'elle fonctionne en surtension, hein, comme on voit les problèmes d'électricité ici chez nous. Ça veut dire le voltage n'est pas respecté. Donc souvent, c'est à haut voltage. La dépression, c'est pas une maladie des gens qui sont enfoncés dans leur lit. Non. Un dépressif, c'est quelqu'un qui est agité. Vous voyez. Et donc, c'est comme ça que moi, j'arrive à détecter la personne qui souffre de burn-out ou de dépression. Ça veut dire c'est une personne qui va, quand vous lui posez la question « Comment ça va ?», elle va vous parler de ses objectifs. J'ai tel dossier à traiter, j'ai telle priorité, j'ai telle urgence. En fait, ce sont des gens qui tout le temps en urgence et qui oublient qu'à un moment donné, il y avait une femme qui disait après la thérapie, je me suis rendu compte que si je ne suis pas là, mais ma boîte ne va pas fermer. Parce qu'on a ce sentiment-là, vous voyez. Et c'est aussi le piège, hein, la pression sociale qu'on a de nos employés qui nous promettent des promotions. Si tu fais ça, tu auras telle ou telle promotion. L'autre fait, bon, ça c'est, je veux dire, les responsables de notre pays qui devraient voir, je crois qu'on travaille à peu près 45 heures par semaine au Congo. Et ce qui est énorme, si on prend la France, c'est 35 heures. La Belgique d'où je viens, c'est 38 heures. Et ces 45 heures-là, sans tenir compte d'autres difficultés, comme je disais, les déplacements et tout ça. Donc finalement, une femme qui sort chez elle le matin va passer plus de la moitié de sa journée en dehors de sa maison. Or, physiologiquement, ce qui n'est pas bien, c'est que vous, les femmes, vous avez cette capacité à produire une hormone qu'on appelle la prolactine. C'est une hormone anti-stress. Donc, ça veut dire qu'une femme peut naturellement se mettre en mode anti-stress, de baisser son niveau de stress. Et ça, c'est le soir au repos à partir de 20h. Et on ne doit rien faire. Or, comme je disais tout à l'heure, c'est à peu près à ces heures-là que vous commencez à suivre, si vous avez des enfants, à suivre le devoir, à voir si papa a bien mangé, à se projeter sur la journée de demain. Et donc, le niveau de stress est tellement élevé qu'on ne sait pas le baisser et c'est reporté au lendemain, le jour d'après et ainsi de suite. Et donc, c'est là qu'on rentre dans ce cercle vicieux où même les soins, on a du mal à les accepter. Et donc, j'accompagne beaucoup de femmes cadres, comme je disais, mais il faut parfois que moi, je prenne contact avec la société, brisant la loi du secret professionnel, parce que l'employeur ne doit pas savoir que la personne est suivie par un psy, hein, parce qu'il y a cette image où on va s'imaginer des choses, mais pourquoi elle est suivie par un psy? Est-ce qu'elle est folle? Est-ce qu'on doit continuer à lui faire confiance? Et parfois même l'employeur va me demander, oui, mais est-ce que vous pensez que la personne est apte à travailler? Je dis, bien sûr, elle est juste malade,
la dépression ou le burn-out. D'ailleurs, le burn-out, c'est pas une maladie, hein, c'est un syndrome, donc c'est un signe de symptôme qu'on peut soigner. Et après, la personne reviendra avec plaisir, avec légèreté, et elle va travailler mieux d'ailleurs. Je me souviens, j'avais fait une conférence sur le stress professionnel à l'ambassade du Canada, et donc je leur disais, il faut prendre une pause de 15 minutes toutes les 2 heures. Après chaque 2 heures de travail, prendre une pause de 15 minutes. Ils m'ont dit, mais c'est pas possible, on ne peut pas le faire. Donc comme ça, là, après 2 heures, je me lève, je ferme mon ordinateur et je vais me balader 15 minutes. J'ai dit, oui, il faut le faire. Et on a fait le constat avec le service consulaire, on a mis en place ce système et la productivité avait augmenté d'une façon exponentielle. Parce que le cerveau humain est comme ça. Si on prend le cerveau des enfants, je travaille plus avec les enfants, un enfant travaille pendant 36 minutes. Après 36 minutes, il est complètement déconnecté. Et d'ailleurs, c'est pour ça que vous allez voir en Occident, les heures de classe, c'est 45 minutes. Parce qu'on tient compte des 36 minutes où l'enfant est performant, et puis on va faire une pause, on va réactiver. Et donc, c'est la même chose avec nous, les adultes. On ne peut pas travailler plus de 2 heures d'affilée sans avoir une pause d'au moins 15 minutes où on sort, on va parler avec les collègues, on va prendre un verre, on va penser à autre chose que le travail. Or, souvent, qu'est-ce qu'on fait à la pause? On continue à parler du travail. Oui. Alors, juste un dernier point avant de finir et vous laisser poser les questions, c'est la place que le travail occupe dans notre vie. Alors, je sais que aujourd'hui, les femmes, comme vous êtes là, vous avez, je ne vais pas dire la chance, mais vous pouvez travailler comme vous voulez. Maintenant, le risque, c'est ça. C'est que quand on voit que j'ai des opportunités, on a du mal à s'arrêter. Et d'ailleurs, on a du mal à définir une carrière qu'on s'était fixée. Moi, je dis toujours, l'adolescence est la plus belle période de notre vie. Je vois souvent les parents d'adolescents qui me disent « Oui, mais ils sont gronchons, les adolescents, ils sont paresseux, ils ne bougent pas, ils passent leur temps à ne rien faire. » Ben, ne rien faire, c'est le moment de créativité. L'adolescent, quand il ne fait rien, il est en train d'inventer sa vie. Il est en train de créer sa vie. Et c'est ce qu'il a pensé faire à ce moment-là, c'est ce qu'en principe, il est censé faire plus tard. Or, comme je dis, malheureusement, on prend goût. Hein, quand on fait un boulot et si notre boss vient nous dire « Écoute, j'ai une promotion à te proposer », on court vite. Or, on oublie, la promotion, ça veut dire plus de responsabilités, plus d'heures, enfin, il n'y a pas d'heures, parce qu'aujourd'hui, avec les téléphones où les mails arrivent à tout moment, où on doit répondre à tout moment, en fait, on est robotisé. Donc, il n'y a plus la notion de « mon travail s'arrête, j'éteins mon ordinateur, je rentre chez moi ». Donc, on dit au revoir à ça, en fait. Et donc, c'est ça le piège. C'est qu'une promotion, on n'est pas obligé de l'accepter. On doit savoir s'arrêter. Alors, nous, dans le domaine de la santé, on a cette chance de ne pas courir derrière les promotions. Quand on est gynécologue, ben, on restera gynécologue. Au pire, on sera chef d'unité quelque part. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va se spécialiser, en fait. On va dire, ah tiens, moi, je suis gynécologue, je vais peut-être faire la procréation médicalement assistée. Ah tiens, je vais devenir obstétricien. Et souvent, vous allez voir que les médecins, avec l'âge, ils travaillent de moins en moins. Voyez, on ne fait plus les gardes. Voyez, parce qu'on se rend compte que le métier qu'on fait est extrêmement prenant. Il est extrêmement lourd. Je rajouterais, dans mon domaine, la chance que nous, on a le psy, c'est que chaque psy a son psy. Vous voyez, donc, on a cet espace où moi, je peux faire le point. Je peux dire, ah tiens, j'en fais de trop ou pas. J'ai un miroir en face de moi qui peut me dire, là, tu vas trop loin, il est temps pour toi d'arrêter ou il est temps pour toi de ralentir. Or, souvent, dans le monde professionnel, comme le monde des finances où vous êtes, au contraire, quand on vous voit, on va vous dire de faire plus. On va vous dire de faire, d'avancer. Oui, il y a une carrière. Oui, parce qu'on parlait tout à l'heure de carrière. Bah, moi, c'est un mot qui me fait rire parce que je me dis, bah, finalement, c'est quoi une carrière? C'est un métier qui va nous faire nous oublier qui nous sommes, un métier qui va prendre le pas sur notre vie, où finalement, on va passer notre vie. En fait, notre vie s'arrête au travail. Parce que quand je pose la question à beaucoup de femmes cadres, je dis, mais qu'est-ce que vous aimez faire? Quels sont vos loisirs? Quels sont vos hobbies? Ben, elles n'en ont pas. Il y en a même qui n'osent pas voyager sans les enfants ou faire une activité sans les enfants. En fait, c'est comme si le travail, quand j'ai fini le travail, ce sont des obligations. Des obligations, je dis bien. Mais le plaisir, il est où? Vous voyez?
Or, je parlais d'anédonie tout à l'heure, donc c'est l'incapacité à éprouver du plaisir. On doit redécouvrir que j'aime, je ne sais pas, aller me balader, aller me promener. Il y a quelque chose que je regrette beaucoup qui existait à l'époque du Zaïre, c'était les moziki. Les moziki, c'était des femmes qui se retrouvaient le samedi entre elles. Donc elles se faisaient belles, elles mangeaient. D'ailleurs, souvent, il y avait des disputes, il y avait des bagarres. Mais au moins, j'aimais bien cette notion-là. Ça veut dire le samedi était consacré à un moment de plaisir entre copines. Combien de femmes aujourd'hui ont des copines, mais qui n'ont rien à voir? Souvent, ce sont des collègues. Et donc, elles vont se retrouver entre elles, mais elles vont encore parler de boulot. Donc, il n'y a même plus de plaisir. Apprenons à nous faire plaisir. Apprenons à apprécier chaque journée. Moi, j'aime bien ce concept simple de le matin, je me dis qu'est-ce que j'aimerais faire aujourd'hui et qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui. Et le soir, de se dire j'ai fait ce que j'ai pu, ce que je n'ai pas pu faire, c'est pas grave, mais je suis content de ma journée. Vous voyez, donc se poser juste cette question-là, comment s'est passée ma journée à moi-même? Et puis après, éventuellement, si on a des personnes à côté de nous, en parler. Parce que c'est important de sortir, c'est important d'évacuer, c'est important d'échanger sur nos difficultés, parce que c'est l'accumulation qui conduit justement à ce syndrome de burn-out. Voilà, merci pour votre attention. Merci, docteur. Alors, on va prendre les questions. On va peut-être demander à nos amis hôtesses de s'avancer pour prendre un micro. Alors, c'est l'occasion. Vos questions par rapport à ce qui a été dit sur le burn-out, sur la dépression, sur peut-être d'autres éléments à savoir pour prévenir le burn-out ou en sortir. Alors, peut-être qu'en attendant les questions, docteur, je vais vous adresser une question. Est-ce que, selon vous, la présence ou non, ou la prévalence du burn-out pourrait être liée aussi aux différences de contexte social, peut-être de pays à pays ou d'une région à l'autre, et peut-être pas forcément même d'une région à l'autre, mais même à Kinshasa, disons, nous sommes à Kinshasa, mais en fonction de notre contexte social, est-ce qu'on peut être plus fragile face au risque de burn-out à cause de notre contexte social? Oui, effectivement. Si on prend des grandes villes comme Paris, le burn-out augmente chaque année de 3%. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est la modernité, la hyper connexion, parce qu'on est constamment, en fait, le cerveau ne fait que travailler en permanence, il n'y a pas de moment de repos, et c'est ça qui conduit au burn-out. Ça veut dire que je vais brûler toutes mes ressources, je n'ai pas de moments où je peux me reposer, je peux être tranquille. Donc effectivement, oui, c'est dans les plus grandes villes et dans les plus grands pays industriels qu'on retrouve le plus grand nombre de burn-out. Parce que si on prend un pays comme le Japon, par exemple, c'est une grosse puissance économique, mais il y a moins de burn-out. Pourquoi? Parce que malgré le développement du pays, le Japon, c'est un des pays où les femmes travaillent le moins. Donc les femmes sont souvent à la maison, et donc c'est ça qui fait que le burn-out touche plus tôt les hommes que les femmes. Alors, on a une question derrière, une main levée derrière. Est-ce qu'on peut nous aider avec le micro? Merci beaucoup. Je suis Falon Chipambaodia. Je travaille pour l'Académie germano-congolaise, qui est un centre de formation dans le secteur financier. Alors, merci beaucoup pour l'intervention du psy. Ma question était par rapport à un cas d'une amie. J'ai été en fait contactée par son mari qui s'inquiète un peu pour elle, parce qu'elle est tellement plongée dans le travail que, bon, je peux le dire, que même dans leur moment d'intimité, elle n'est plus là, quoi. Elle est vraiment dans les chiffres. Donc, du coup, il commence vraiment à s'inquiéter. Alors, je ne savais pas quoi faire. J'ai essayé de la conseiller, mais ça ne marche pas encore. Je ne sais pas si vous avez des astuces pour aider une personne à se détacher un peu de son travail et à avoir le plaisir de la vie, comme vous dites. Comme je disais tout à l'heure, le premier réflexe qu'on doit faire, ça c'est l'avantage du soignant, c'est de mettre la personne en arrêt maladie, mais forcé. Parce qu'il n'y a rien, vous ne pouvez pas la conseiller, vous n'arriverez pas à la convaincre, si vous voulez. Or, quand nous, on brandit la menace de dire, écoutez,
votre état de santé nécessite un repos médical de 2 semaines à 1 mois, c'est là que la personne va se remettre en question. Vous voyez? Parce que même au début du repos médical, moi j'ai connu une personne qui voulait encore quand même passer au boulot. Elle dit oui, mais c'est pour manger avec mes collègues, parce que ça manque, vous voyez? Donc c'est un déconditionnement tout doucement jusqu'à peut-être c'est pour ça on met 1 mois. Vous voyez, on va mettre 1 mois parce qu'il faut le temps. Et puis peut-être à partir de la 2e semaine, elle va prendre conscience. Vous voyez? Parce que c'est de créer un vide, en fait, de créer un espace de vide, des moments d'ennui. Et c'est à ce moment-là qu'elle va réfléchir à travailler autrement. Donc les conseils d'amis, malheureusement, ne suffisent pas. Et encore, imaginons si le mari ose dire, il va dire oui, mais t'es contre ma carrière. Vous voyez? Donc c'est très compliqué. Donc il faut l'emmener chez le médecin. Alors, en attendant qu'on donne le micro à une deuxième personne, je pense qu'on peut rebondir sur cette histoire d'arrêt maladie. Je pense que souvent, on n'ose pas... Il y a une main levée, s'il vous plaît? Deux même. On n'ose pas se mettre en arrêt maladie. Néanmoins, je pense que dans nos différents secteurs d'activité, il y a des moments où on accumule les vacances et on n'est même pas capable de prendre les vacances. Donc, je crois que peut-être que la première étape, c'est déjà qu'on prenne correctement nos vacances au moins 1 fois par an, au moins sur une période prolongée, je crois. Alors, une contribution, oui. Vous pouvez vous lever ou lever la main. Voilà. C'est une question. Si vous pouvez vous présenter et poser votre question, oui. Voilà, je suis Espérance Saraza, je suis de la GIZ, je travaille dans le projet pour la promotion de la finance inclusive. Et ma question est justement liée à la préoccupation que tu as posée par rapport à la localisation de personnes. Oui. Ici, nous sommes à Kinshasa, on connaît tous la réalité de Kinshasa. Les embouteillages, c'est notre réalité quotidienne. Oui. Et les temps que nous passons dans les embouteillages en allant, tout comme en retournant du boulot, pour moi, c'est en moyenne 3 heures à 4 heures de temps, chaque jour. Sans compter le 8 heures de travail qui est entendu de l'employeur et aussi les responsabilités de la maison. Oui. Alors, vous venez de donner comme une solution miracle l'arrêt maladie. Oui. Mais qu'est-ce qui se passe après l'arrêt maladie? Parce qu'on va retourner aux mêmes réalités. Et nous connaissons très bien que le congé, conventionnellement, c'est juste 20 jours, à moins que je me trompe. Et le 20 jours, c'est facile de les épuiser. C'est juste 1 mois sur les 12 mois. Qu'est-ce qui se passe après? Et surtout dans les contextes de Kinshasa. Oui. Alors, effectivement, vous savez, ce que vous dites là, quand on va faire l'examen physique dans le burn-out, on voit que le corps est vraiment mis à mal. Alors, se lever à 3h à 4h du matin, ce n'est pas bon, déjà pour la santé, parce que vous encourez les risques cardiaques, de diabète, enfin, il y a beaucoup de maladies, donc le fait juste de ne pas assez dormir. Nous, normalement, sous les tropiques ici à Kinshasa, au Congo, en Afrique, on devrait dormir quand la lune se réveille. Vous voyez? Donc, c'est pendant ce temps-là. Pour moi, on ne peut pas se réveiller avant 6 heures. Normalement, si on prend... Voilà. C'est comme ça qu'est la nature. Maintenant, effectivement, oui, vous pointez le sujet des embouteillages. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on fait de nos week-ends? C'est ça aussi le problème, vous voyez? C'est que parfois, le week-end, c'est l'occasion d'aller au deuil, l'occasion d'aller rendre visite à un tel, l'occasion de faire les courses. Donc, il n'y a pas de repos. En fait, c'est ça le cycle, parce que c'est vrai qu'on peut beaucoup travailler pendant la journée. Et puis, comme je dis, il y a la manière de travailler. Vous voyez, c'est après un burn-out, comme je disais tout à l'heure, vous allez réfléchir sur la façon de travailler. Et comme je dis toujours, la quantité n'est pas la qualité. Ici, souvent, on pense que si la personne passe beaucoup d'heures au bureau, elle a mieux travaillé, ce qui est archi faux. Voyez. Parce que comme je disais tout à l'heure, la personne peut être là, un dossier qu'elle devait traiter en 1 heure. J'ai vu une dame qui m'a dit ça, elle me dit, mais ce dossier, généralement, me prenait 1 heure. Là, j'arrive à 3-4 heures. Mais comment ça se fait? Je suis la même personne. Je dis, ben oui, mais parce que le cerveau n'est pas là. Vous voyez? Parce que quand vous ne dormez pas assez, qu'est-ce que le sommeil fait? Il restaure notre cerveau. Donc, le fait de dormir assez, ça permet à ce que le cerveau, l'information fonctionne très bien. Je vous donne un exemple. Quand vous voyez dans les films, quand on arrête des prisonniers de guerre, qu'est-ce qu'on fait? On les prive de sommeil. Quand on n'a pas dormi,
on va tout dire et n'importe comment. Pourquoi? Parce que notre cerveau est complètement déconnecté, c'est débranché. Vous voyez d'ailleurs l'exemple chez les enfants. Un enfant qui n'a pas beaucoup dormi, qu'est-ce qu'il fait? Il est grincheux. Eh ben, on est la même chose. Donc si je n'ai pas assez dormi, je vais aller au travail, je serai irritable. Mon collègue va me faire une bête remarque, mais je vais crier, je vais réagir très mal. Je vois ça parfois quand je vais à l'accueil d'une banque. Et tout ça. Vous allez voir que la personne est agressive. Mais je dis, mais... Et puis je pose la question, comment vous avez dormi, madame? Je fais souvent mon psy. Et vous allez voir que, on va commencer la conversation. Je dis, mais je vous comprends, c'est parce que vous n'avez pas assez dormi. Vous voyez? Donc, nous, on va les gronder, on va dire, oui, mais cette fille de cette agence-là, elle n'est pas bien, je vais appeler le patron pour qu'on la chasse. Non, elle est irritable, irascible, parce qu'elle n'a pas assez dormi. Vous voyez? Donc, la santé est très importante, et effectivement, c'est difficile, mais bon, l'idéal, c'est d'avoir son médecin, et de temps en temps, comme je dis, un petit congé par-ci, par-là, c'est bien. Mais en même temps, vous parlez des 20 jours, moi, là où je travaille, j'ai un de mes collègues qui ne veut pas prendre congé. Parce qu'il me dit, mais si je prends congé, ça va être des embêtements à la maison, on va me prendre la tête, j'aurai pas d'argent parce que j'ai pas mon transport. Vous voyez, donc il y a d'autres réalités qui font que certaines personnes n'osent même pas prendre ce droit-là qui leur est réservé. Vous voyez, donc c'est tout un travail à prendre, à mettre en place. Et je vous assure, après, souvent quand on est passé par ce moment-là, on change sa façon de travailler. Vous voyez, donc on va continuer à faire le travail, on va continuer à affronter les embouteillages, mais avec une autre philosophie. Vous voyez, donc avec un peu de recul, et ça nous permettra de mieux appréhender nos journées de travail. Voilà, merci. On va prendre une dernière question avant de passer à la suite. Mais si vous le permettez, avant ça, on va accueillir Nana Konda sous vos applaudissements, qui est notre panéliste suivante. Alors, Nana va s'installer à côté de moi. Alors, au sujet de Nana, Nana Konda est responsable du département audit interne chez Equity BCDC. Elle est licenciée en sciences économiques et de gestion. Elle a commencé à travailler dans le secteur bancaire depuis 2005. Au bas de l'échelle, a gravi les échelons. Je crois comme agent de crédit en 2005. Et puis, après avoir passé du temps au crédit, elle a été mutée à l'audit depuis 15 ans, dont 11 en tant que responsable de département. Elle est également secrétaire du comité d'audit chez Equity BCDC, monitrice d'école le dimanche. Bienvenue Nana, merci d'avoir... Voilà, donc Nana était prise par le travail, mais a réussi à s'arracher pour venir nous rejoindre. Le comité d'audit, voilà, merci. Alors la dernière question, oui madame, si vous pouvez vous lever, vous présenter et présenter de manière succincte votre question. Bonsoir, je m'appelle Ornella Izemelia. Je suis conseiller en matière juridique, de gouvernance et de conformité chez Fortescue Future Industry. Je voudrais poser une question. Je voudrais savoir s'il y a... Est-ce que je peux m'asseoir? Oui, oui. Merci. Alors, je voudrais savoir s'il y a d'autres facteurs qui contribuent au burn-out, à part l'hyperactivité, la fatigue due au temps passé au travail. Par exemple, je ne sais pas comment dire ça en français, harassment. Voilà, les harcèlements psychologiques ou sexuels ou quelconque harcèlement au milieu du travail. Est-ce que ça contribue également au burn-out? C'est ça que je voudrais savoir. Merci. Effectivement, c'est là qu'on a commencé à se rendre compte du burn-out. C'est quand on a vu que les conditions de travail étaient plus bonnes, notamment avec la question de pression. Donc, au départ, c'était comme ça qu'on pensait le burn-out. On disait que ce sont les travailleurs qui sont sous pression par leur employeur. Et qui dit pression, effectivement, c'est le harcèlement. Parce qu'il y a le harcèlement moral, et puis effectivement le harcèlement sexuel, et puis il y a cette question de... Je parlais avec une amie qui est cadre dans une société. Ici, elle me dit, mais pourquoi dans mon bureau, pourquoi on se permet de me parler? En fait, bon, si vous voulez, en gros, on se permet de lui demander des choses parce qu'elle est femme. Vous voyez? Donc, à tout moment, parce qu'on dit, oui, mais... Alors, quand on va venir avec une demande, on va l'appeler maman. Vous voyez? Et donc, du coup, on touche à la fibre maternelle. Bon, elle va se sentir flattée, elle va répondre. En fait, on a trouvé vos faiblesses et
et on va les utiliser pour vous épuiser. Et c'est là que, donc, on appelle la maman, on va l'appeler, ah, mais copine, hein, machin. Donc, en fait, on essaye de rendre les demandes facilement acceptables, mais au détriment de la personne. Et puis, effectivement, oui, comme vous parlez de harcèlement sexuel, ne parlons pas de promotion canapé, toutes ces choses-là. En fait, c'est aussi le travail des DRH. Pour moi, la question, c'est quand un travailleur ne travaille pas bien, c'est pas seulement la question de l'évaluation, des choses comme ça. Parce que tout à l'heure, je discutais avec ma voisine, je disais, quand un enfant ne travaille pas à l'école, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va le chasser? Non, on va se poser les questions, on va dire, mais comment ça se fait? On va mettre en place, on va se poser la question, comment il prépare peut-être ses devoirs, ses interrogations, ses évaluations. Et c'est ça qu'on devrait faire aussi avec le travailleur. Et c'est là qu'on se rendra compte qu'il y a beaucoup, beaucoup de pression. Vous voyez, effectivement, il y a beaucoup de pression qui joue sur les travailleurs. Il y a combien? Il y a une vingtaine de banques ici. Donc chacun veut protéger sa place. Et souvent, les employeurs vous brandissent la menace de dire, tu sais, on a une liste de réserves de recrutement énorme. Vous voyez, j'avais oublié peut-être, c'est vrai que vous avez posé cette question, il y a aussi la question de valeur qu'on a dans le travail qu'on fait, qui est aussi un signe de burn-out. Si vous voyez que la personne vous dit, mais ce travail, je ne me retrouve pas, hein, souvent c'est l'expression qu'on dit, et quand on va creuser, on va voir que ça n'a plus la même valeur, ça n'a plus le même sens. On a vidé notre travail de tout le sens qu'il avait. Vous voyez. Et donc, effectivement, il y a plus de goût, hein, à se lever, aller... Parce que, comme disait Edwige tout à l'heure, le matin, comment on se réveille pour aller L'enfant, il est excité à l'idée d'aller à l'école. Vous voyez, il va vous réveiller, maman, papa, je vais aller à l'école. En principe, on devrait éprouver plus ou moins la même chose pour aller au travail. D'être excité, de dire, ah tiens, c'est chouette, je vais aller m'amuser au travail. Merci, merci. Alors, bien sûr, les discussions et les questions vont continuer au moment du cocktail. Juste pour continuer l'échange, je vais remercier le docteur pour ses explications et puis commencer l'échange avec nos invités. Alors, ma première question, je vais la poser à Madame Gisèle. Madame Gisèle, je crois savoir, sur base de votre CV, de votre parcours, que vous avez en fait assez régulièrement changé de poste. Et il se trouve qu'on dit souvent que les moments de transition, donc les moments de transition, ça peut être prise de nouvelles responsabilités, changement d'employeur, retour de maternité, ce genre de transition, on dit souvent que c'est propice en fait aux situations de burn-out ou en tout cas aux situations de questionnement qui vont affaiblir, qui vont pouvoir vous affaiblir. Alors ma question c'est, est-ce que vous avez eu ces sentiments-là de déséquilibre au moment de vos transitions et comment vous avez fait pour malgré tout y arriver? Je précise que Madame Gisèle a 4 enfants, un poste à responsabilité élevé au sein de FBN Bank, très élevé, un master, executive master qu'elle a fait durant sa 4e maternité. Donc, je crois que vous êtes la bonne personne pour cette question. Merci, Madame Edwige. En effet, j'ai beaucoup changé d'emploi, surtout au début de ma carrière. J'ai toujours eu l'impression d'avoir une date de péremption de 2 ans dans chaque structure. Et quand j'atteins les 2 ans, si je ne change pas, je tombe dans la routine. Et heureusement pour moi, j'ai toujours eu des opportunités qui s'offraient à moi juste au moment où j'atteins les 2 ans. Donc, à chaque fois que je changeais de boulot, j'ai toujours pris soin de me reposer, c'est-à-dire de prendre quelques jours de congé, parce que c'est un nouveau challenge, même dans le cas où il faut changer de poste. Donc, je n'ai pas beaucoup changé de poste, j'ai beaucoup changé d'employeur. Donc, le temps que je prends pour me reposer me permet de revenir. Et quand j'ai un nouveau challenge, je suis encore plus excitée. C'est souvent quand je tombe dans la routine que je n'arrive plus à être productive. Et ça se sent même dans l'atteinte de mes objectifs. Et là, je reçois des reprimandes de partout. Et souvent, je bloque. Donc, dans le cas où je change d'emploi, c'est vrai qu'il y a plus de requirements en termes, comment dire, parce qu'on change d'emploi, il faut
comprendre le nouvel environnement, comprendre la nouvelle fonction et, comment dire, faire s'approprier les nouveaux objectifs. Et ça, c'est un nouveau challenge. Durant la période où je me repose, je réorganise mon environnement, surtout à la maison. J'essaie de tout mettre en place et j'essaie plus de me reposer sur mes employés. Parce que je me rappelle, j'ai enchaîné les 2 premières grossesses en l'espace d'une année. Donc, j'étais enceinte du 2e enfant, le premier avait 4 mois. Je me disais, ça c'est sûr, on va me virer. Et j'entendais des commentaires dans les couloirs qui allaient bon train. Elle ne dort pas la nuit, elle ne sait qu'à coucher. Donc, j'ai eu des commentaires dans tous les sens. Heureusement pour moi, j'ai été affectée au début de la 2e grossesse dans une autre agence. Donc, c'était un nouveau challenge, des nouvelles personnes. Et j'ai essayé de m'accommoder. Mais c'est vrai que je me rappelle toujours d'un conseil que ma grand-mère m'a donné quand j'ai commencé à avoir des enfants. Elle m'a dit ceci: si tu t'inquiètes tout le temps, tu ne vas jamais travailler, tu ne vas pas évoluer. Donc, il y a un moment, tu dois faire confiance aux personnes qui t'aident pour les enfants. C'est vrai qu'au début, on met des garde-fous, on a des personnes qui passent de temps en temps pour surveiller. Mais à un moment, on s'en remet à ces personnes et à Dieu, on se dit j'avance. S'il y a un couac, je veux m'en apercevoir et c'est encore plus facile quand les enfants grandissent, en effet. Mais le fait de pouvoir prendre du recul est très important. Et avant d'avoir des grandes responsabilités, on me connaît, mes jours de congé, je les prends. Je ne laisse jamais un jour. Mais depuis un certain temps, quand on monte en termes de responsabilité, tu entends tes supérieurs te dire à tel poste, on ne va jamais en congé. Et même quand on est en congé, on doit participer à des réunions, on doit répondre à des mails et on répond avec des personnes autour qui te regardent d'un mauvais œil, surtout le mari des fois. Donc, ce n'est pas évident, mais on essaye toujours de trouver un petit équilibre qui peut être éphémère, mais on essaye, de se réinventer à chaque fois. Alors, dans ce que vous avez dit, je relève que le fait que vous ayez pu maintenir un rythme ou même au sein d'une même institution, vous pouviez passer à un autre poste à une certaine fréquence, ça vous a reboosté à chaque fois, peut-être au moment où la motivation était en train de tomber. Exactement. Et vous avez aussi parlé d'une chose très importante, vous avez parlé du fait que vous vous reposez beaucoup sur votre équipe au travail et à la maison. Alors, parlez-nous un peu de ce sous-système de soutien que vous avez au travail et en quoi ça vous a... Comment vous êtes arrivé, en fait, à organiser les choses comme ça et à finalement faire confiance aux gens? Ok. Je pratique souvent un management d'adhésion. Donc, moi, je me bats pour obtenir le commitment de mes agents. Donc, j'en parlais même encore hier. Il faut respecter les personnes avec qui on travaille et essayer de leur faire confiance. Au départ, quand j'ai des nouveaux staffs, je passe le gros de mon temps à les former. C'est vrai que la plupart des responsables ont l'impression que si je donne tout à l'agent, on peut me remplacer facilement. Mais en même temps, ça aide. Parce que j'ai passé au moins 8 ans auprès de mon dernier employeur pendant que j'ai toujours fait 2 ans. Donc, au bout de 4 ans, je ne voyais pas la promotion venir. J'étais fatiguée de faire la même chose. Et il y avait tellement d'obstacles, tellement de difficultés sur le secteur et dans la manière dont la banque évoluait, qu'à un moment, je me suis dit, quoi que je fasse, ça ne va pas évoluer. Donc, il fallait que je trouve un autre centre d'intérêt. À un moment, tu te replies sur la famille parce qu'ils sont là, ils ont toujours besoin de toi. Parce que je me sens toujours flattée quand on a besoin de moi. Donc, à un moment, tu te rends compte que là, tu y arrives, au boulot, tu n'y arrives pas. Et c'est comme ça que j'ai entrepris de faire le 3e cycle, de pouvoir faire un MBA. Mais sans le soutien de mon équipe, je n'aurais pas pu. C'est vrai que je me suis lancée, mais à un moment, mon mari même me dit, tu travailles, tu n'as même pas beaucoup de temps pour les enfants et moi, mais tu veux étudier. Mais je ne sais pas comment j'ai fait, j'ai pu trouver un équilibre, mais c'était grâce justement à mes collègues au bureau. Donc, je n'étais consultée que pour des choses spécifiques et ils m'ont vraiment soutenue. D'accord. Et ça m'a vraiment beaucoup aidé. Et à la maison de même,
Je promettais même à mes nounous, si tout se passe bien et que j'ai mon diplôme, vous aurez ceci. Donc, j'essaie de mettre en place des petites récompenses comme ça pour pouvoir justement obtenir le meilleur d'eux. D'accord, ok. Merci pour ce partage. Merci pour ce partage. Je vais maintenant m'adresser à Ghislaine. Ghislaine, si j'ai bien compris par rapport à votre profil, vous êtes en charge de l'aspect ressources humaines aussi pour PricewaterhouseCoopers en RDC, à Brazza également peut-être? Ok, en RDC. Alors du coup, la première question que je souhaiterais vous poser, c'est à votre avis, est-ce qu'il y a un rôle que l'employeur peut jouer, je ne veux pas dire doit jouer parce que c'est peut-être pas dans la loi, mais est-ce que l'employeur peut jouer un rôle dans tout ce qui est problématique justement du bien-être et de prévention justement du burn-out? Vous êtes particulièrement dans un domaine où le stress peut être très élevé, à commencer par vous-même. Donc, quel est votre point de vue sur cette question-là et comment vous conciliez justement la conscience du fait qu'un employé très performant peut devenir non performant pour des raisons, entre guillemets, indépendantes de sa volonté? Merci Edwige. Est-ce que l'employeur peut jouer un rôle dans la lutte ou dans la prévention du burn-out? Absolument. Puisque le burn-out est principalement créé, c'est des effets qui dérivent du travail que l'employé entreprend. Pourquoi l'employeur, je pense, devrait jouer un rôle? Parce que, pas pour des raisons de philanthropie, mais parce que cela fait sens en termes de productivité, en termes de performance organisationnelle ou en termes de performance individuelle. Je pense que le docteur l'a dit tout à l'heure, quand il a pu conseiller les employés de l'ambassade du Canada de prendre 15 minutes de pause toutes les 2 heures, la performance a largement augmenté. Donc, un employé qui est dépressif, qui souffre du burn-out, il va être là, il va être au bureau, il va passer des heures au bureau, mais la productivité ne suit pas. Donc, c'est de la perte pour tout le monde. Donc, oui, l'employeur devrait jouer un rôle. Dans nos environnements, on n'est pas encore suffisamment éveillé par rapport à ce type de problématique. Et donc, je pense que c'est important d'avoir ce type de rencontre et de réflexion. J'étais en train de penser qu'il faudrait que j'invite le docteur à PwC, parce qu'effectivement, nous sommes un milieu qui est très propice à ce type de problème et que peut-être on n'en parle pas et on n'en parle pas suffisamment et peut-être qu'on ne les gère pas aussi correctement. Donc oui, c'est important pour l'employeur, pour sa propre performance et pour l'employé, parce que de toute façon, aujourd'hui, toutes les études, je veux dire, aussi bien même les études PwC que les études scientifiques ou que les études d'autres cabinets l'ont démontré. Si les employés se sentent bien, s'ils se sentent bien au travail, s'il y a du well-being, nous on appelle ça le well-being au sein du bureau, au sein du travail, la performance suit. Donc, c'est un sujet qu'il faut aborder, qu'il faut prévenir, il faut trouver les moyens, il faut peut-être forcer effectivement les gens à prendre des pauses, à prendre leurs vacances, parce qu'à la fin, le résultat, c'est que tout le monde en bénéficie. D'accord. J'ai entendu dans ce que vous avez dit que c'est très clair que la performance est aussi dépendante du bien-être au travail. Je voulais rebondir sur le fait qu'on ait dit tout à l'heure par rapport au congé, certaines fois, surtout à un haut niveau de responsabilité. En fait, on part en congé, mais on aura son laptop ou bien on aura les mails sur le téléphone. Comment, donc, de votre perspective, justement, où vous avez la pression de faire fonctionner une entreprise à haute performance, comment vous gérez ces situations où vous devez laisser partir des managers et leur dire peut-être coupe tes emails et coupe ton téléphone?
Honnêtement, c'est très compliqué. Personnellement, j'essaye au maximum d'éviter d'appeler, par exemple, mes collaborateurs pendant le week-end. À partir d'une certaine heure, je n'appelle plus, je n'envoie, même si j'envoie des emails, ils savent qu'ils n'ont pas à répondre. Je refuse aussi de prendre des appels pendant le week-end. Si je décide de travailler pendant le week-end, c'est ma décision. Enfin, il n'y a pas de pression, de trucs là-dessus. Bon, il y a peut-être la pression, mais je l'assume. Mais je veux dire, à un moment, il faut accepter qu'il y a des limites, que le travail, je suis camerounaise, au Cameroun, on dit, comment est-ce qu'on dit ça encore, j'ai oublié. On ne vit pas pour travailler, on ne travaille pas, on travaille pour vivre, on ne vit pas pour travailler. Et donc, parfois, quand il y a des trucs, je me rappelle de ça. On ne vit pas pour travailler, on travaille pour vivre. Et donc, si vous travaillez au point où vous n'avez plus de vie après, ça sert à quoi? Et donc, c'est la même chose que j'essaye d'appliquer aussi au sein du bureau, avec mes collaborateurs, de vraiment respecter cette coupure. C'est pas toujours facile, mais de respecter cette coupure le week-end, les congés, l'après-travail. À partir de 18h, 19h, faut pas appeler, faut pas envoyer des mails en espérant des réponses et tout ça. C'est pas, les gens, ils ont une autre vie. Et donc, mais c'est difficile. C'est un combat de tous les jours. Merci pour ce partage. Je retiens de ce que vous avez dit qu'il faut aussi donner l'exemple, savoir donner l'exemple soi-même en tant que manager, parce que si en tant que manager, on donne l'impression qu'il n'y a pas de limite, alors forcément les gens croient que vous imposez ça, alors que peut-être que vos intentions n'étaient peut-être pas du tout là. Alors je vais me tourner vers Nana. Nana, bienvenue. On va partager le micro. Alors, responsable audit au sein de Equity BCDC, deuxième banque en RDC. Je pense que c'est une responsabilité assez lourde. En même temps, vous devez gérer votre famille, les exigences sociales. Alors, ce que je voudrais vous demander, c'est est-ce que par rapport à votre progression de carrière, est-ce que vous avez eu la sensation d'avoir dû faire des choix certaines fois? Donc, soit la carrière va bien, soit la maison va bien, mais pas les deux. Ou est-ce que vous avez la sensation d'avoir su trouver un équilibre? Et dans ce cas-là, partagez-nous un peu comment. Ok, merci Edwige. Bon, je pense que j'ai plutôt pu trouver un équilibre. Parce que je pense que concilier vie professionnelle et vie de famille n'est pas impossible. Et pour moi, j'estime que c'est une affaire des familles, déjà, donc de toute la famille, je voulais dire. Donc, il faut d'abord en parler, donc en discuter en famille. Il faudrait que tout le monde dans la famille comprenne ce que tu fais au travail. Donc, en fait, c'est ce que moi j'ai fait. J'ai fait comprendre à mon mari, à mon enfant, donc je n'ai qu'un fils, un garçon, et vous savez, les garçons sont très exigeants, donc ils veulent que la maman soit disponible, donc ils sont vraiment très attachants. Donc j'ai dû faire ce travail-là, déjà d'abord expliquer à mon mari ce que j'ai fait au travail, donc la pénibilité de ce travail, donc les enjeux de ce travail et tout ce que je dois faire pour progresser. Donc, c'est une affaire de famille et avec ces dialogues-là, donc, je me suis fait comprendre déjà par mon mari qui a laissé tomber de côté quelques exigences du genre ça doit être que moi qui dois préparer pour lui, par exemple. Donc, il n'est pas ce genre de mari, donc parce qu'il m'a compris, il accepte que la bonne prépare. Bon, moi, je prépare de temps en temps. Bon, j'ai fait de mon mieux aussi pour
lui faire plaisir. Donc, c'est quand même mon mari, donc je dois faire ce travail. Généralement, ce sont les week-ends ou bien en des occasions spéciales. Je fais de mon mieux pour faire quelque chose pour lui et même pour l'enfant aussi. Donc, j'ai même dû apprendre à faire de la pâtisserie. Donc je sais faire des crêpes que mon fils raffole. Je sais faire des gaufres. Donc, tout ça, j'ai appris. Donc, pour arriver à faire quelque chose de spécial pour eux. Donc, ils sentent qu'ils ne sont pas délaissés pour compte. Voilà, que mon travail me demande beaucoup, mais qu'ils comptent pour moi et que j'ai aussi besoin de leur support. Donc, partager vraiment des moments de qualité en famille. Donc, c'est très important pour aussi arriver à maintenir cet équilibre, vie professionnelle et travail. Bon, si je puis ajouter encore quelque chose, j'ai dû aussi prendre conscience que je ne pouvais pas tout faire moi-même. Déjà au niveau du travail, donc j'apprends à déléguer. Bon, pour moi, j'ai dit que j'apprends à déléguer parce que de nature, je suis perfectionniste. Donc, j'aime faire des choses très bien ou bien même trop bien. Mais je me suis rendu compte rapidement que ça n'allait pas tenir. Donc, je devais trouver un moyen de pouvoir déléguer, faire un peu plus confiance aussi aux autres. Et cela m'aide moi-même. Et même à la maison. Parce qu'avant, c'était même pour faire mes courses. Donc, ce n'est que moi qui devais le faire. Et donc, je devais sacrifier mes week-ends au lieu de me reposer. Donc, je devais sortir pour aller faire des courses. Mais donc, au fur et à mesure, avec cette prise de conscience, donc, j'ai commencé à déléguer. Pratiquement, donc, quasiment, je ne fais plus mes courses. Donc, il y a plein de choses que j'ai déléguées pour me permettre de concilier cette vie-là, professionnelle et puis... D'accord. Merci. Alors, j'entends dans ce que vous dites que c'était d'abord une question de négociation parce qu'avec des nouvelles réalités, il faut peut-être composer. Mais la première des choses, c'est que les raisons soient claires et donc c'est passé par une peut-être négociation ou des renégociations permanentes à la maison et peut-être aussi au travail. Donc, en termes de délégation, apprendre à déléguer et être capable d'accepter qu'on ne peut pas faire tout soi-même. Je voudrais rebondir sur ce point, docteur, juste pour clarifier. Est-ce que le fait d'être perfectionniste, ça expose plus au burn-out? Oui, parce qu'on va faire de trop. Vous voyez, donc c'est ça le burn-out. On dit c'est le travailleur compulsif. Et c'est ça un perfectionniste, c'est-à-dire que c'est pas le résultat qui compte pour lui, c'est le processus qui compte. Un perfectionniste va répéter 2-3 fois, il va vérifier, et c'est de lui faire comprendre que tu brûles les ressources. Donc c'est là qu'intervient le burn-out. Ça veut dire que je dois savoir quelle quantité d'énergie je mets pour cette tâche. J'ai donné la quantité qu'il faut. Si le résultat n'est pas arrivé, c'est que ça devait rester là. On a pu réussir à l'école avec 12 sur 20, hein. Donc il ne faut pas forcément avoir 19 ou 20 pour passer. Et dans le travail, ça devrait être la même chose. Merci. En tout cas, on retient que si on est perfectionniste, il faut accepter qu'on ne peut pas tout faire soi-même. Madame Gisèle disait ça tout à l'heure aussi avant la séance, on en discutait. Quand on se rend compte et qu'on se donne la permission de ne pas tout faire soi-même et de ne pas être parfaite en tout, c'est déjà le premier pas parce qu'on baisse la pression. Très bien. Et d'accepter que les autres à qui on va déléguer peuvent faire les choses différemment de ce que nous, on aurait dû faire pour ne pas être derrière en train de refaire la même chose. Voilà. Alors, je vais me tourner maintenant vers Odette. Merci beaucoup, Nana, pour ce partage. Odette, la question que je vais vous adresser, c'est j'aimerais entendre un peu votre point de vue, notamment sur l'aspect carrière et qualité de vie. Qu'est-ce que vous avez à nous partager par rapport à ça? Et votre point de vue est particulièrement important parce que, étant directrice des ressources humaines, directeur des ressources humaines, vous pouvez véritablement influencer les politiques RH de votre compagnie. Donc, est-ce que vous pouvez partager avec nous ce que vous avez par rapport à ça? Est-ce que les femmes peuvent véritablement tout avoir? Faut-il faire des choix? Ok, merci beaucoup Edwige. Alors,
Pour répondre à cette question, je dirais d'emblée que toute personne est amenée à faire des choix, et j'irai plus loin, je dirais même des sacrifices. Dans le cas d'une carrière par rapport à une femme, puisqu'il s'agit de la femme, je dirais qu'on fait des sacrifices. Pour revenir sur ma propre histoire, étant donné que tu l'as mentionné tout à l'heure, pour revenir sur ma propre histoire, je pense avoir sacrifié mon métier d'origine, mon métier de base. Je l'ai sacrifié pour une qualité de vie. Le métier que j'avais choisi au départ m'amenait à me déplacer à l'intérieur pour 10 jours, 2 semaines. Et à ce moment-là, vous abandonnez mari, enfant, quel que soit l'âge. Et à l'époque, ils étaient assez jeunes, genre 1 an ou 2 ou 3. Et vous les abandonnez pendant 2 semaines, 10 jours, et vous revenez. On vous regarde, on est content que vous travaillez, mais, oups. Et là, vous développez un sentiment de culpabilité au fur et à mesure. Et vous êtes maintenant en train de vous poser des questions entre votre passion et la famille, le couple, les enfants. Enfin, tout ce monde passe avant vous. Tout ce monde passe avant votre confort intellectuel, si je peux dire ça comme ça. D'où le revirement de ma carrière pour ceux qui se posaient la question. Parce qu'il fallait maintenant trouver quelque chose qui se fasse localement, sans que je sois obligée de bouger constamment. Donc, ça a été un sacrifice. Après, maintenant, il faut rebondir dans ce sacrifice-là. Ta question était sur est-ce que nous faisons est-ce que nous faisons des choix? Rappelle un peu ta question, s'il te plaît. Est-ce que les femmes peuvent tout avoir en même temps? Voilà. Est-ce qu'elles doivent faire des choix? Alors non, je réponds qu'on ne peut pas tout avoir. On fait des choix. Maintenant, il faut amener ce choix, il faut le tourner positivement. Voici comment moi je vois la chose. Il faut tourner ce choix qu'on prend, il faut tout faire pour le tourner positivement. Je rebondis sur ce que Gisèle a dit tout à l'heure. Je partage pleinement son point de vue lorsqu'elle a dit que elle a tout fait pour obtenir le commitment de ses collaborateurs. Elle a essayé d'avoir leur adhésion et elle a fait de même en fait à la maison. Je pense que lorsque vous faites un choix où vous devez prendre vraiment le plaisir et pouvoir vous épanouir dans votre carrière, vous devez faire le choix effectivement de former à la maison, de former aussi au travail. Vous formez à la maison pour pouvoir avoir une paix, qu'on ne vous reproche pas de ne pas faire ce que vous devez faire, parce qu'on est quand même stigmatisé dans ce rôle, hein, qu'on le veuille ou non. On a beau dire qu'on a évolué, c'est vrai qu'on a évolué par rapport à 50 ans passés, mais on est quand même stigmatisé. On a quand même ce label comme quoi l'homme, il a tel rôle et la femme, elle a tel rôle. Et Dieu merci, on est multitask. Mais bon, y a quand même des limites à ce multitasking. À un moment donné, il faut vraiment permettre à ce qu'à la maison, vous soyez confortable pour que quand vous êtes au travail, votre tête n'est pas constamment à la maison de savoir qu'est-ce qui se passe, comment est-ce qu'on gère mes enfants, mon mari a-t-il mangé, il a mangé quoi, à quelle heure, et en fin de compte, votre tête, elle voyage, elle va dans tous les sens. Non, vous faites en sorte, vous vous organisez, comme a dit Gisèle, d'avoir quelqu'un sur qui vous pouvez vous reposer. Par contre, au travail, il faut faire de même, parce que veut pas, je ne sais pas quel poste n'est pas prenant aujourd'hui. Et quel que soit le niveau, et plus vous montez, plus c'est prenant. Et oui, il faut pouvoir déléguer. Et pour déléguer, il faut pouvoir former. C'est vrai que les gens ont tendance à dire, si j'apprends tout à mes collaborateurs, je ne serai plus utile. C'est pas vrai. Au contraire, si vous apprenez tout à votre collaborateur ou vos collaborateurs, vous permettez aux gens de voir que l'équipe tourne et que vous êtes prête à faire autre chose. En fait, c'est ça.
Merci beaucoup, Odette, par rapport à ce partage. J'ai l'impression que Ghislaine voulait rebondir là-dessus. D'accord, très bien. Merci, Odette. Donc, on insiste de nouveau sur cette histoire il faut qu'on ait des équipes parce qu'on a beau être multitâche, on ne peut pas tout faire soi-même. Il y a des choses qu'on va devoir déléguer, reprendre peut-être à certains moments, redéléguer à d'autres moments, mais sans ça, c'est très difficile de garder un équilibre de vie à différentes périodes. Je partage peut-être parce que c'est un exemple assez récent. J'ai changé cette semaine avec un DG de banque ici en RDC sur sa carrière. Il a une très belle carrière. Et il me disait, mon regret aujourd'hui se résume à un souvenir. Il se rappelle d'un moment où son fils avait 14 ans et ses 3 enfants étaient autour de lui. Et c'était en début d'année, il a formulé ses attentes vis-à-vis de ses enfants. Voilà, de toi, j'attends ceci, cela, l'aîné, le cadet, etc., etc. Et donc le plus jeune, qui avait 14 ans, a demandé, papa, est-ce qu'on peut aussi te faire un feedback? Alors il a dit oui, sans trop savoir dans quoi il s'engageait. Et alors le feedback de son enfant, c'était, en tout cas pour cette année, on aimerait que tu puisses trouver du temps pour nous parce que on voit que même quand tu es avec nous, tu es sur ton téléphone, tu es très occupé, on a vraiment besoin de toi. Et donc ce souvenir date d'il y a plusieurs années et c'est le souvenir de ses propres mots qui lui a déchiré le cœur et obligé de changer un peu sa façon de voir les choses et ses priorités. Donc je pense que c'est très parlant, ça dit tout, c'est un souvenir. C'est un témoignage qui démontre que la question de l'importance de la priorisation aussi de nos rôles privés comparés à nos rôles professionnels est importante aussi, qu'on soit homme ou femme d'ailleurs. Odette, juste un dernier point par rapport à certaines fois des initiatives qu'on voit en entreprise pour justement ramener un peu de bien-être. Parfois, c'est un peu à la mode de faire des team building. Alors, dans quelle mesure les team building peuvent véritablement, réellement répondre à la question de peut-être enlever un peu de pression, ramener un peu le fun, comme dit le docteur, l'importance de ressentir aussi du plaisir, pas seulement de la pression. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu souhaiterais partager avec nous? Oui. Alors, moi, je dirais que le team building, effectivement, peut aider dans cette catégorie pour des raisons relativement indirectes. Lorsque vous êtes dans le travail avec vos collègues, vos supérieurs, et je dirais même avec le DG, etc., vous avez un rôle. Vous jouez un rôle. Et vous êtes censé avoir ce rôle constamment. En fin de compte, on ne connaît pas Odette, on ne connaît pas Edwige. Et on ne connaît pas le DG en tant que X. On connaît monsieur le DG, dont on a peut-être peur ou dont on craint. Et pareil pour nos supérieurs immédiats. Et avec la barrière culturelle qu'on a ici, où on dit monsieur, madame, et avec beaucoup de vouvoiement, vous allez dans d'autres cieux, c'est tu, même si c'est ton chef. C'est Michel, Eric, Chantal. Mais ici, non, vous êtes dans du monsieur, madame. Alors ça crée des barrières qui font en sorte que on ne se connaît pas véritablement. Et lorsqu'on a un conflit qui est peut-être un conflit professionnel, il se transforme très rapidement en un conflit personnel. Par contre, lorsqu'on fait de temps en temps du team building, et un vrai team building est censé vraiment sortir de tout ce qui est travail, etc., il est censé vous permettre de connaître l'individu avec lequel vous travaillez, connaître sa personnalité, le connaître en dehors du travail, de manière à ce que vous puissiez le voir différemment et se dire que tiens, mais en fin de compte, c'est pas qu'il m'aime pas, c'est juste que pour le travail, il est rigide, il est exigeant, il est XY. Mais là, il rit avec moi, il est tout à fait différent, ça n'a rien à voir avec ce que je vois au travail. Et du coup, vous brisez une certaine glace. Ça n'empêche pas que quand vous revenez au travail, oui, bien sûr, il y a toujours ce respect, mais vous le voyez différemment. Et vous pouvez maintenant accorder une certaine valeur
et être ouvert à la critique, accorder une valeur à la critique ou à la remarque qui vous est faite, et pouvoir en tenir compte, parce que souvent on est très fermé aux remarques et reproches qu'on nous fait. Donc effectivement, j'encourage fortement le team building, j'encourage aussi d'autres choses à faire pour permettre à ce que les employés, les employeurs aussi soient épanouis dans leur rôle. Voilà. Merci beaucoup, Odette. Alors, je regarde le temps. Il nous reste une petite dizaine de minutes qu'on va consacrer aux questions, parce que c'est important aussi qu'on ait le team building juste après, qui est le cocktail. Donc, on va pouvoir prendre quelques questions pour clôturer. Alors, on a une question ici. Si vous pouvez vous présenter et donner votre question de manière succincte. Okay. Bonjour, KBA, DG des Baobab. Juste une question. Par rapport aux dames qui sont devant nous aujourd'hui, j'ai constaté que vous avez eu beaucoup de chance parce que vos conjoints ont compris votre métier et vous accompagnent. Mais il y a certains qui doivent faire des choix, parfois difficiles, de se séparer de leurs conjoints parce qu'ils ne les accompagnent pas sur le plan professionnel. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'il faut faire des choix. Voilà, c'était ma question. Alors, Monsieur Kabea, vous pouvez préciser à qui vous adressez la question? Alors, pour récapituler, la question, c'est que, il se trouve que, effectivement, toutes ici présentes, on a su modifier les exigences peut-être du début du mariage de manière à ce qu'elles s'adaptent à la situation évolutive, mais c'est pas forcément toujours le cas. Et je crois que la question de Kabea, c'est qu'est-ce que nous en pensons, c'est ça? Dans le sens, qu'est-ce qu'on recommanderait à une femme qui a un choix à faire? Je veux bien essayer. C'est une situation difficile. La carrière fait partie de la vie. Et donc, pour une femme ou pour un homme, ça fait autant partie de la vie que la vie de famille, la vie sociale, ainsi de suite. Et donc, c'est une décision individuelle pour la personne de décider comment, à ce moment-là, elle perçoit sa vie professionnelle par rapport aux autres aspects de sa vie, si elle pense que le sacrifice, à ce moment-là, ça vaut la peine de sacrifier la vie professionnelle pour la vie personnelle ou pour les aspects sociaux. C'est un choix individuel. Et c'est vraiment... je ne pense pas qu'il y a une prescription qu'on peut donner ici pour cela. C'est vraiment de décider à un moment donné qu'est-ce que ça vaut, qu'est-ce que ça représente et de prendre une décision en fonction de ça. Moi, je me suis mariée quand j'étais déjà relativement avancée dans ma carrière et je ne sais pas si j'ai négocié, j'ai expliqué dès le départ très clairement que ma vie professionnelle était importante pour moi et que donc il faudrait qu'on s'accorde et qu'on manage avec ça. Mais peut-être qu'une autre personne aurait pensé différemment, aurait accepté de prendre un autre chemin. Et c'est une question, c'est un choix individuel, je pense. Alors, j'aimerais du coup faire rebondir la question vers le docteur Jean Lumbala. Tout à l'heure, Odette a parlé de culpabilité. Justement, il se trouve que typiquement, ce genre de situation, automatiquement, la culpabilité, ça va être probablement pour la femme, en fait. Est-ce que vous pouvez partager avec nous un peu des conseils par rapport à ce sentiment constant de culpabilité qui est souvent récurrent, notamment dans les moments où peut-être on ne veut pas nécessairement sacrifier de manière continue, mais on veut faire des choix pour soi. Alors, comment parler de culpabilité? Chez nous, les psys ont dit c'est le moyen le plus simple pour survivre. Bon, alors, j'explique. C'est le compromis qu'on arrive à trouver parce que quand je ressens la culpabilité, ça me permet d'accepter plus ou moins ce qui m'arrive. Et la culpabilité,
c'est quelque chose qui nous vient de notre éducation, de notre culture. On le voit hein, culturellement, là où la culpabilité fonctionne plus fort que dans d'autres. Et chez la femme, pourquoi la culpabilité? En fait, la culpabilité, c'est la maladie de l'autre. On souffre de l'autre. Alors, vous les femmes, vous vivez déjà quand vous êtes enceinte, vous êtes déjà habité par un autre. Et cet autre va vous accompagner. En fait, une femme n'est jamais tranquille, n'est jamais seule. Vous voyez? Et donc, dans l'éducation, qu'est-ce qu'on va dire à la fille, à la femme? J'en parlais tout à l'heure avec ma gentille voisine. Ce sont des obligations. Parfois, une fille, je rigolais quand l'actuel roi de Belgique, quand sa fille est née, elle disait « Ah, ça se voit, c'est déjà une petite femme. Hein. » Je dis « Non, on est d'abord enfant, on est d'abord petite fille. » Et souvent, dans l'éducation, on entend dire à une petite fille « Tu es une future femme. » Mais pourquoi le futur? Future maman. Pourquoi? Non, tu es une jeune fille de 1 an, de 2 ans, de 3 ans. Et tu as des responsabilités liées à ton âge. Tu ne portes pas le poids d'une destinée, tu ne portes pas le poids. J'entends, hein, je suis thérapeute de couple, quand une femme veut quitter son mari, elle va dire « Oui, mais ma mère va dire tu vas me faire honte. » Mais pourquoi tu vas faire honte à ta maman si tu souffres dans ton foyer? Vous voyez? Et donc, c'est cette culpabilité-là qui fait que la prise de décision est compliquée à prendre, à négocier, à gérer, même à formuler. Parce qu'on a l'impression que quand on formule quelque chose, comme la carrière, hein, vous pouvez... Comme Gisèle a dit, au départ, bah, tu m'as trouvé... mais c'est pas pour autant que... Moi, j'ai envie de dire, comme KB a dit, vous avez de la chance. Vous voyez, vous avez trouvé des personnes qui comprennent. Parce que moi, j'ai vu même des femmes politiques ici chez nous qui souffrent, mais qui souffrent avec cette histoire de « je veux le foufou fait par ma femme, pas par la bonne, pas par la cuisinière ». Bon, vous voyez? Et donc, je pense que ça peut vraiment venir de là. Je crois que dans la manière dont on vous prépare à ce que... Parce que nous, les hommes, on ne culpabilise pas. Hein. Vous voyez, pas beaucoup. Pas autant que vous. Pas pour ce genre de choses. Vous voyez, quand un homme n'est pas bien, il cherche la solution qui lui convient. Il trouve son équilibre, il est bien. D'ailleurs, je vais juste dire une anecdote en tant que sexologue, parce que je suis sexologue aussi. Je dis toujours, l'homme fait l'amour pour se sentir bien. La femme fait l'amour quand elle est bien. Vous voyez, donc, il faut d'abord qu'elle soit bien avant de faire l'amour. Vous voyez donc, si ça ne va pas, elle ne pourra pas donner le meilleur. Nous, on s'en fiche complètement. Nous, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, vous voyez, parce qu'on ne se pose pas plein de questions. Nous, on va dans l'action. Vous, vous êtes dans la réflexion. Et la réflexion va conduire à la culpabilité, à la remise en question permanente. Parce que vous vous remettez en question pour tout ce que vous faites. Est-ce que je suis une bonne maman? Là, on a vu le DG, oui, il a la phrase du garçon de 14 ans. Mais au début, il le savait. Mais or, vous, le premier jour, vous allez déposer votre enfant, vous la laissez chez la nounou, vous allez appeler 14 fois, vous voyez? Parce que vous avez l'impression que vous faites mal, alors que non, vous faites bien, vous sortez pour votre bien, vous voyez? Parce qu'une maman qui est bien, une maman qui est heureuse, va faire des enfants heureux. Une maman qui est malheureuse, qui culpabilise, et d'ailleurs, j'aime pas le mot de sacrifice, hein, je trouve ça horrible, vous voyez? Je dis non, vous avez vraiment prendre plaisir à votre travail, vous voyez? Si vous aimez ce que vous faites, vos enfants vont vous applaudir. Ils vont accepter ce que vous faites. Vous voyez. Or, si vous leur montrez que c'est toujours difficile, pas qu'enfant, hein, mari aussi. Comment? Ça ne l'est plus. Pourquoi pas? Non, ça ne l'est plus. Ça ne l'est plus. Ah, ok, d'accord. Enfin, voilà. Ah, donc, c'est ça que je dis par rapport à la culpabilité, c'est la maladie de l'autre. Hein. Donc, c'est un compromis qu'on trouve pour accepter que les choses se passent mal. Et malheureusement, c'est le propre des femmes plus que le propre des hommes. Voilà, merci. Nous sommes en fin de séance. Je ne sais pas s'il y a une dernière question qui brûle les lèvres. Alors, il va falloir sélectionner. Quelqu'un qui n'a pas du tout parlé. Donc, c'est par là. Bonsoir à toutes. Bonsoir, docteur. Je m'appelle Audrey Mbwinga, je travaille à la FBN Bank. Je suis en charge de la communication et du marketing. Alors, ma question s'adresse plus à vous, mesdames des ressources humaines. Et ça parle de la thérapie en entreprise. Parce que je pense qu'en Afrique, on ne parle pas assez de thérapie, de support psychologique. Il y a beaucoup de choses qu'on garde à l'intérieur, qu'on ne peut pas forcément partager. Et peut-être qu'en entreprise, s'il y avait ce genre de soutien, ça aiderait aussi à éviter le burn-out. Juste une question. Qu'est-ce que vous en pensez et est-ce que vous travaillez à ça dans vos entreprises? Merci.
Oui, alors merci beaucoup pour ce commentaire. Effectivement, moi je pense que ça aiderait beaucoup. Malheureusement, on est dans une culture, comme a soulevé le docteur tout à l'heure, on est dans une culture qui stigmatise énormément dès l'instant où tu parles de consultation. Il y a un autre terme, soutien thérapeutique. Dès l'instant où on parle de ça, on stigmatise. Alors du coup, la personne, même si au fond d'elle-même sait qu'elle en a besoin, elle ne fait pas le pas. Alors je me souviens, je travaillais à la Standard Bank et Sylviane y est toujours. Il y avait cette ligne que le groupe avait mis à l'époque. Je trouvais excellent parce que ça reste très confidentiel. Une ligne, je ne sais plus comment ça s'appelait, où tu pouvais appeler et tu avais le soutien, le support de quelqu'un, d'un professionnel X par rapport au soutien thérapeutique que tu pouvais avoir. Moi, j'encourage beaucoup. Malheureusement, je pense que c'est l'une des rares entreprises qui l'a. Là où je suis aujourd'hui, je ne pense pas qu'on l'ait, sauf si je n'ai pas encore découvert. Mais c'est nécessaire, c'est vraiment nécessaire et j'encourage beaucoup, moi. Maintenant, il faut se libérer, il faut se libérer dans nos têtes pour faire tomber un peu les barrières qu'on met au besoin de pouvoir consulter. Et nous allons terminer donc sur cette recommandation, toutes ici présentes. Peut-être si vous êtes proche d'un responsable des ressources humaines d'une compagnie, vous pouvez suggérer justement ce genre de choses, que ce genre de choses soit mis sur la table. Peut-être qu'aujourd'hui, en 2022, ce ne sera pas fait, mais peut-être que certaines idées qui sont implantées à un moment donné font leur chemin et deviennent après normales. Que nos enfants aient peut-être un monde un peu plus agile que nous l'avons eu. Je vais remercier mes invités très, très chaleureusement. Merci d'avoir pris le temps. Je pense que cette session a eu le succès qu'elle méritait. La salle est pleine. On n'a pas fini. Et merci à vous également, mesdames. On n'aurait pas pu avoir cet échange intense si vous n'aviez pas fait l'effort de venir. Restez, s'il vous plaît, 15, 20 minutes, 30 minutes, en fonction de vos possibilités et malgré la pression du foyer, pour échanger, vous détendre un peu, prendre plaisir. Le docteur a dit que c'était important. Il peut vous faire une ordonnance. Et voilà, terminons la soirée ensemble. Merci beaucoup. Nome yako tambi tuno lwangoma ala nome yako mbindo nangunu katalenge mbindo mbikaiko na akbalezo titalege mbikatise mbinangule tambi langbandama mbine wali siyitene ngweme yala umbimbi no libyala ne akotambi no lwangoma tambina ayakoni tibata ngombina de bilo